Bonjour mes chers élèves, la troisième année internationale option français. Donc dans notre deuxième séance concernant les cours des sciences de la vie de la Terre, on a vu les conséquences d'une malnutrition sur la santé et plutôt les conséquences d'une sous-alimentation sur la santé. On a parlé de quelques carences alimentaires telles que le rachitisme qu'on a vu, telles que le goitre aussi, le marasme et le kwashiorkor. On a dit que ce sont des maladies nutritionnelles liées au manque total ou partiel d'un ou de plusieurs aliments simples dans notre alimentation. On a vu aussi le mode de prévention contre ces maladies. Donc, durant cette séance, Inch'Allah, on va voir c'est quoi la ration alimentaire et aussi on va voir quelles sont les conséquences d'une alimentation équilibrée et quelles sont les conditions de cette ration alimentaire pour qu'elle soit équilibrée et pour lutter contre les maladies du malnutrition. Donc, on commence d'abord par une petite définition de la ration alimentaire. Et la ration alimentaire, en général, c'est l'ensemble des aliments consommés en une journée, c'est-à-dire pendant 24 heures par un individu pour couvrir ses besoins en matière et en énergie. Donc, d'abord, il faut voir quelles sont les rations alimentaires. Elles varient selon quoi? Les facteurs qui influencent la ration alimentaire. Comme vous voyez aussi ici dans le document, vous voyez que il y en a ici les dépenses énergétiques ou bien l'énergie calorifique ou bien les besoins journaliers, elles diffèrent selon plusieurs facteurs, comme vous voyez aussi selon l'effort physique, aussi selon l'âge, comme vous voyez ici, on a l'enfant, l'adolescent, les adultes et les sportifs, et les consommations journalières ou bien les besoins journaliers, elles varient selon l'âge. Aussi, ces besoins journaliers varient selon le sexe aussi. Aussi, comme vous voyez dans le tableau ici, les besoins énergétiques journaliers de la femme, elles varient selon l'état physiologique de la femme. Ça veut dire les besoins énergétiques de la femme normale, c'est pas les besoins de la femme enceinte, c'est pas les besoins de la femme allaitante. Ça veut dire selon l'état physiologique de la femme, les besoins énergétiques journaliers, ils varient. Comme on a déjà dit ici que les besoins énergétiques aussi varient selon l'âge. Les besoins énergétiques d'un adolescent ou bien d'un adolescente, c'est pas les besoins d'une femme adulte ou bien d'une femme âgée. C'est pour cela on dit que la ration alimentaire varie d'une personne à l'autre selon plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, on a le sexe, l'effort physique, l'état physiologique de la femme, etc. Donc, maintenant, on passe à la valeur énergétique d'une alimentation. On va voir les aliments simples, comme on a dit, tels que les glucides, les lipides, les protéines, sont des aliments qui contiennent de l'énergie. Ça veut dire ces aliments, glucides, lipides, protéines, ils contiennent de l'énergie. La combustion d'un gramme de chaque aliment libère une quantité d'énergie mesurée par kilojoule. Ça veut dire ici, l'unité de mesure de l'énergie calorifique issue de l'alimentation, c'est le kilojoule. Donc, comme vous voyez dans le tableau ici, on a la quantité d'aliments simples et la quantité d'énergie libérée. Donc, comme vous voyez dans le tableau, la combustion d'un gramme de lipides, il libère 38 kilojoules. Et la combustion d'un gramme de glucides libère 17 kilojoules. La combustion de 1 gramme de protéines libère aussi 17 kilojoules. Donc, maintenant, on va voir un exemple de calcul de l'énergie calorifique issue de la ration. On prend ici l'exemple d'une ration alimentaire d'un adolescent qui contient 200 grammes de glucides, 110 grammes de protéines et 100 grammes de lipides. D'abord, il faut calculer l'énergie calorifique issue de cette ration et après, sachant que les besoins énergétiques d'un adolescent est de 2800 kilojoules, et est-ce que l'énergie calorifique issue de cette ration est suffisante? Donc, d'après les calculs qu'on va faire, on va voir est-ce que cette ration est suffisante ou bien non. Donc, on commence. Pour calculer l'énergie calorifique issue de la ration, il faut d'abord calculer l'énergie calorifique issue de chaque aliment simple. Il faut calculer l'énergie calorifique issue de lipides, puis l'énergie calorifique issue de glucides et l'énergie calorifique issue du protéines. Et enfin, pour faire l'énergie calorifique issue de cette ration en général, il faut calculer la somme de ces énergies libérées par ces aliments.
Donc, on commence d'abord par les calculs de l'énergie calorifique issue de chaque aliment simple à part. On commence d'abord par les glucides. On a déjà vu que la combustion de 1 gramme de glucides libère 17 kilojoules. Donc, pour calculer l'énergie calorifique issue du glucide, il suffit de multiplier 200 fois 17 est égal 3400 kilojoules. Donc, ça, c'est l'énergie calorifique issue de glucides ou bien c'est l'apport énergétique de glucides dans cette ration. Pour l'énergie calorifique issue de protéines, on a déjà dit que la combustion de 1 gramme de protéines libère 17 kilojoules. Ça veut dire pour calculer l'énergie calorifique, il faut multiplier 115 fois 17. Ça va donner 1955 kilojoules. Et pour les lipides, on a vu déjà que la combustion de 1 gramme de lipides libère 38 kilojoules. Ça veut dire que pour calculer l'énergie calorifique issue de lipides, il suffit de multiplier 100 fois 38. Ça va donner 3800 kilojoules. Donc, on a dit avant, pour calculer l'énergie calorifique issue de la ration ou bien pour calculer l'apport énergétique de cette ration, il faut calculer l'énergie calorifique issue de chaque aliment à part, puis on va faire la somme de ces résultats. Donc, pour calculer l'énergie calorifique issue de cette ration ou bien l'apport énergétique de cette ration, il faut faire la somme de l'énergie calorifique qu'on a calculée avant. On a trouvé que l'énergie calorifique issue par les glucides, c'est 3400 kilojoules, plus l'énergie calorifique libérée par les protéines qui est 1955 kilojoules, plus l'énergie calorifique issue des lipides qui est 3800 kilojoules. Donc, on va faire la somme de l'énergie issue de chaque aliment simple à part, qui va donner à la fin 9155 kilojoules, qui est l'énergie calorifique issue de cette ration ou bien l'apport de cette ration. Donc, cette ration a donné pour l'enfant une quantité d'énergie qui est 9155 kilojoules. Maintenant, on va faire la comparaison de l'énergie calorifique issue de la ration avec les besoins énergétiques de l'adolescent. Comme on a ici, on a dit avant que les besoins énergétiques d'un adolescent est de 12 800 kilojoules et l'apport énergétique de la ration ou bien l'énergie calorifique issue de la ration, c'est 9155 kilojoules. Donc ici, comme vous voyez que la ration n'est pas suffisante car on a l'apport énergétique, elle est inférieure que besoin énergétique d'un adolescent. C'est pour ça on dit que donc cette ration n'est pas suffisante car l'apport énergétique est inférieur aux besoins énergétiques d'un adolescent. Donc ça, ce qui concerne les calculs. Je répète, comme on a dit, pour calculer l'énergie calorifique ou bien l'apport énergétique d'une ration alimentaire, il faut d'abord calculer l'énergie calorifique issue de chaque aliment simple, l'énergie calorifique issue des lipides, des protéines et des glucides. Et après, on va faire la somme et on compare l'énergie calorifique qu'on a avec les besoins énergétiques donnés. Donc, comme conclusion sur ce qu'on a vu, la ration alimentaire est considérée comme équilibrée lorsque l'apport alimentaire compense les pertes de matière et d'énergie de l'organisme et lorsqu'il contient tous les aliments simples indispensables en quantité et en qualité. Ça veut dire en quantité, il faut que les dépenses de l'organisme ou bien les pertes de l'organisme compensent les dépenses. Et aussi, lorsqu'on dit en qualité, ça veut dire qu'elle contient tous les aliments simples indispensables tels que les aliments énergétiques, les aliments bâtisseurs, les aliments fonctionnels aussi. Donc, en général, lorsqu'on parle de la ration alimentaire, cette ration alimentaire, elle doit être équilibrée d'abord quantitativement, qualitativement, diversifiée et comporte les pertes de matière et d'énergie. Pour qu'on dise qu'une ration alimentaire, elle est équilibrée, elle est pour lutter contre les maladies de malnutrition, il faut que la ration alimentaire doit être équilibrée quantitativement, qualitativement, diversifiée et aussi compense les pertes de l'énergie, de la matière et de l'énergie aussi.
Donc ici, comme remarque, on a parlé que la combustion de 1 gramme de lipides libère 38 kJ, la combustion de 1 gramme de protéines et de glucides libère 17 kJ, parce que ce sont des aliments énergétiques qui fournissent de l'énergie à l'organisme. Par contre, les aliments simples minéraux, l'eau, les vitamines et les sels minéraux n'interviennent pas dans la production d'énergie. Leur rôle est soit bâtisseur, soit protecteur qui protège notre organisme contre les maladies. Donc, je répète que les aliments qui fournissent de l'énergie à l'organisme, ce sont les lipides, les glucides et les protéines. Et pour les aliments minéraux, les aliments simples minéraux, tels que l'eau, les sels minéraux et les vitamines, ils n'interviennent pas dans la production de l'énergie. Donc, on passe à un schéma de synthèse qui résume ce qu'on a dit sur les carences, les carences alimentaires et aussi sur la ration alimentaire. Donc, on a déjà vu que l'homme consomme des aliments variés ayant des rôles différents, soit bâtisseurs, fonctionnels ou bien énergétiques qui donnent de l'énergie. Mais l'énergie calorifique issue de la ration ou bien l'apport énergétique de la ration, il nous donne deux cas comme vous avez ici. Donc, lorsqu'on parle de la ration alimentaire déséquilibrée, on est devant deux cas comme vous avez ici. Soit on est devant la suralimentation, ça veut dire que l'apport énergétique journalier de la ration est supérieur que besoin énergétique journalier. Dans ce cas, on est devant les maladies cardiovasculaires, l'obésité, etc. Ce sont tous des maladies nutritionnelles liées à la suralimentation. Soit on est devant l'autre cas, comme on a déjà vu avant, la sous-alimentation. Ça veut dire que les besoins énergétiques journaliers est inférieur ou supérieur aux énergies calorifiques issues de la ration. Donc, dans ce cas, elles peuvent conduire à des maladies de sous-alimentation, telles que les maladies des carences alimentaires, comme on a vu avant. Donc, en général, lorsqu'on parle de la malnutrition ici, on est devant deux cas, comme on a déjà dit, soit la suralimentation. Je répète, comme on a dit qu'on parle de la suralimentation lorsque l'apport énergétique journalier de la ration alimentaire est supérieur qu'aux besoins énergétiques journaliers. Dans ce cas, on est devant des maladies telles que l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc. Soit on est devant la sous-alimentation, comme on a dit, qui peuvent conduire à des maladies nutritionnelles qui sont les carences alimentaires, où on a déjà vu quelques carences alimentaires telles que le marasme, les carences en sels minéraux, le kwashiorkor, les avitamineuses, ça veut dire le manque de vitamines dans l'alimentation, telles que le rachitisme, le scorbut et le bérébéré. Donc, les carences alimentaires, on parle des carences alimentaires lorsque l'apport énergétique de la ration alimentaire elle est inférieur qu'aux besoins énergétiques journaliers. Donc, d'après ce qu'on a vu sur les aliments et l'éducation nutritionnelle, ce sont l'ensemble comme on a déjà dit, l'éducation nutritionnelle, l'ensemble des habitudes alimentaires à suivre pour une alimentation saine et équilibrée pour éviter les maladies de malnutrition telles que la suralimentation et la sous-alimentation, comme on a vu. Donc, on a terminé notre premier chapitre concernant l'alimentation et l'éducation nutritionnelle. Pendant la séance prochaine, Inch'Allah, on va commencer notre chapitre concernant la digestion. On va voir comment se déroule la digestion de notre organisme et quel est le rôle de l'appareil digestif ou bien du système digestif. Donc, on a dit lorsqu'on parle de la ration alimentaire déséquilibrée, on parle de la malnutrition et on est devant deux cas comme on a déjà vu. Donc, soit on est devant la suralimentation lorsque l'apport énergétique de la ration ou bien l'énergie calorifique issue de la ration est supérieur qu'aux besoins énergétiques journaliers qui peuvent conduire à des maladies chroniques liées à l'alimentation, telles que l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc. Soit on est devant la sous-alimentation, lorsque l'apport énergétique de la ration elle est inférieur qu'aux besoins énergétiques journaliers. Donc, dans ce cas, comme on a déjà vu, on a des maladies de carence alimentaire telles que le marasme qu'on a déjà vu, les maladies des carences en sels minéraux, le kwashiorkor, soit des maladies qu'on appelle les avitamineuses, ça veut dire le manque de vitamines dans l'alimentation, telles que le rachitisme, le scorbut et le bérébéré, comme on a déjà vu.
Donc ici, seulement quelques définitions à retenir concernant cette séance. La vitamineuse, d'abord, lorsqu'on parle de la vitamineuse, ça veut dire l'absence de vitamines par carence totale ou bien partielle. Ça veut dire l'absence de quelques vitamines ou de plusieurs vitamines dans notre alimentation. Et lorsqu'on parle de besoins énergétiques, ça veut dire l'énergie nécessaire pour le fonctionnement de l'organisme. C'est l'énergie énergétique ou les besoins énergétiques journaliers. Et l'apport énergétique, lorsqu'on parle de l'apport énergétique, ça veut dire l'énergie apportée par notre alimentation. Donc, on a terminé notre chapitre concernant l'alimentation et l'éducation nutritionnelle. La séance prochaine ou bien le chapitre, on va voir un autre chapitre concernant la digestion. On va voir c'est quoi la digestion, quels sont les composants du système digestif ou bien de l'appareil digestif. Donc ici, quelques définitions à retenir. Lorsqu'on parle des avitamineuses, ça veut dire ce sont des carences alimentaires ou bien des maladies qui sont dues au manque ou l'absence de vitamines par carence totale ou bien partielle dans notre alimentation. Lorsqu'on parle de besoins énergétiques journaliers, ça veut dire l'énergie nécessaire pour le fonctionnement de l'organisme. Et lorsqu'on parle de l'apport énergétique, ça veut dire l'énergie apportée par les aliments. Donc ici, on a terminé notre premier chapitre concernant l'alimentation et l'éducation nutritionnelle. Et lorsqu'on dit, comme on a déjà dit, l'éducation nutritionnelle, ça veut dire l'ensemble des habitudes à suivre pour une alimentation saine et équilibrée pour éviter les maladies, soit des carences alimentaires ou bien les maladies de la suralimentation. Donc, durant la séance prochaine, Inch'Allah, on va commencer notre deuxième chapitre concernant la digestion. On va voir comment se déroule la digestion dans notre organisme, quel est le fonctionnement du système digestif et quels sont les composants du système digestif.